Merci beaucoup. Hélène Conway-Mouret en direct de sa visio. Oui, oui, bonjour, bonjour. Merci Président et merci infiniment pour vos analyses qui sont incroyablement précises. Moi, je voudrais rebondir sur deux choses. Donc, vous avez déjà abordé la recomposition. Aujourd'hui, est-ce que on peut envisager l'impact sur le plan global de ce qui se passe dans les relations UE-US, puisqu'on voit que les Européens ne sont pas tous unis dans la réponse à apporter quant à le fait que notamment les avions américains utilisent le sol européen. L'Espagne qui aujourd'hui se retrouve un peu isolée par rapport à l'engagement d'autres pays européens. Et donc, est-ce que c'est une façon aussi pour les États-Unis, quelque part, eh bien de s'attaquer à ce bloc européen qui les sacre, puisque pour lui, l'Europe unie, en fait, est un concurrent et que Donald Trump a bien compris que en s'occupant des pays individuellement, personne ne peut lui résister, mais malheureusement, l'Europe unie le peut. Donc, l'impact sur cette relation et l'impact aussi sur ce qui se dessinait, à savoir les États-Unis d'un côté avec l'Europe qui suit, et ce que l'on a appelé le Sud global, c'est-à-dire le reste du monde, plutôt tenté par eh bien, la Chine qui utilise des moyens non, il n'utilise en tout cas pas la brutalité ni politique ni diplomatique pour notamment en Afrique s'implanter. Et puis ce Sud global où à la fois la Russie et la Chine appartenaient. Et aujourd'hui, est-ce que cela peut avoir un impact global sur la façon dont un grand nombre de pays finalement se tournaient vers cela pour, en réaction à l'attitude américaine? Ça, c'est la première question. Il y a un pays dont on n'a pas parlé, c'est la Turquie. Alors, vous dites très justement que beaucoup de pays voient d'un bon œil, en effet, un Iran qui soit affaibli, parce que si celui-ci économiquement se relevait, ça pourrait être fulgurant et avoir un impact négatif sur ses voisins. Néanmoins, je crois que ces pays voient d'un mauvais œil le fait que les populations puissent également se révolter et mettre à mal un régime autocratique, puisque la plupart des voisins ne sont pas de grandes démocraties. Donc, euh, comment situez-vous la Turquie finalement? Vous avez parlé de l'Arabie saoudite. Donc la question est quel rôle pour la Turquie qui voulait dans un premier temps être celui qui pouvait servir finalement les négociations et qui se retrouve tiraillé entre deux sentiments opposés. Et puis le dernier point, c'est sur les accords de défense. Alors nous signons un grand nombre d'accords de défense et ils passent régulièrement au Sénat avec des pays. Ce sont quand même des accords qui nous engagent. Je ne pense pas que nous pensions en effet que la France se retrouve impliquée malgré elle à assurer la protection d'autres pays, mais de fait, par la signature de ceux-ci qui nous permettent peut-être de vendre quelques matériels militaires, c'est quand même ce qui nous engage ensuite sur le long terme. Et donc, comment voyez-vous la place de la France ou l'attente qui peut être faite d'un grand nombre de ces pays dans la région avec lesquels nous avons signé ces accords? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, et heureux de vous revoir, même en visio. La recomposition, l'impact sur la relation États-Unis-Europe. Au passage, à ma connaissance, les appareils américains ne sont basés, ou en tout cas, que sur le sol britannique, ou sur des bases britanniques. À ma connaissance, ceux qui sont partis sur les missions, donc sur l'Iran, n'ont pas décollé de bases de pays de l'Union européenne, de ce que je sais en cet état. Je ne pense pas du tout que ce soit la priorité de la Maison-Blanche. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, la Maison-Blanche n'a pas fait la guerre à l'Iran pour affaiblir encore un peu plus les Européens
et les mettre dans une situation d'encore plus grande dépendance. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça de toute façon pour y arriver. Donc je pense que c'était pas dans l'équation du tout. Sur le reste du monde, oui, alors c'est intéressant, c'est une très bonne question aussi. Est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que les Chinois et les Russes, voire les Indiens, vont bénéficier de finalement ce qui se passe et de ce côté à la fois Donald Trump et les États-Unis qui font peur à tout le monde et les Européens qui font plus peur à grand monde? Oui et non, parce que les pays du Sud sont quand même en attente de protection, entre guillemets, bien sûr de partenariats économiques, mais aussi de gens qui vont réellement les soutenir sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Or là, ce que l'on voit, c'est que pour l'instant du moins, les grands absents de la crise, c'est la Chine et la Russie, même si Pékin et Moscou peuvent, on ne sait pas, mais peuvent par exemple alimenter l'Iran en images satellites, en données, en renseignements, en informations, mais en tout cas rien de visible. Donc cette passivité n'est peut-être pas, la plus, non pas la plus souhaitable, mais en tout cas, c'est pas ce qui va convaincre les pays de ce que vous appelez le Sud global de se tourner en priorité vers, il me semble, vers Moscou et vers Pékin. Les accords de défense, oui, bien sûr, c'est aussi la diplomatie du carnet de chèques, c'est-à-dire que quand on se dit on va faire de bonnes affaires, mais en fait on n'aura jamais à délivrer, et c'est peut-être la question à se poser d'emblée, quoi. Je vous rappelle tous que le contrat mirifique de Rafale aux Émirats Arabes Unis n'a pas encore commencé à être délivré. C'est ce qui veut dire que je me mets à la place de l'État français et de la société Marcel Dassault. Si vous voulez garder le contrat, qui est quand même 80 Rafales, il faut nous montrer que vous êtes présent. Donc oui, c'est dans un contrat, il faut lire toutes les clauses. Et la Turquie, bien sûr que la Turquie a... Comment dire ? La Turquie, avec l'Arabie Saoudite et l'Iran, est l'autre poids lourd de la région. Au moment de la chute de la Syrie, de la fragmentation de l'Irak, de la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran, on a eu tendance à dire, en fait, la Turquie et Israël sont les deux hégémons qui émergent du Moyen-Orient. J'ai l'impression que la Turquie a compris son environnement et qu'elle a compris aussi qu'elle avait besoin de l'OTAN et donc des États-Unis. Ce qui lui met probablement un petit peu de réalisme dans sa stratégie. Donc pour la Turquie, bien évidemment, la Turquie, il faut se rappeler, la Turquie et auparavant l'Empire ottoman se sont affrontés avec la Perse ou l'Empire perse bien avant que ce soit l'Iran, globalement pendant 4 siècles, jusqu'au XVIIe siècle et le traité de Kasr-e-Shirin en 1679. Depuis, ils ont résolu à peu près leurs différends, les frontières sont stables, de toute façon il y a de la grande montagne, de la haute montagne entre les deux, et ils sont rivaux mais plus adversaires. Je pense que c'est cette logique-là que et les uns et les autres veulent préserver. Alors ensuite, y compris pour la Turquie, un Iran faible, ça présente des risques et des opportunités. C'est sûr qu'un Iran très affaibli, voire chaotique, pour tous les voisins de l'Iran, c'est un risque de déstabilisation majeur. C'est aussi le risque que peu de médias ou peu d'experts pointent, qui est le côté précédent et modèle. C'est-à-dire que pour les populations du Golfe, je ne parle pas des expatriés, mais des citoyens des monarchies du Golfe, voir qu'un régime aussi dur et impitoyable que le régime iranien peut tomber sous l'aspect et sous les coups de butoir, certes un petit peu extérieurs, mais aussi de la population, ça peut donner des idées à certains. Et je pense que ça fait extrêmement peur aux dirigeants golfiens. Voilà.